Dorothy a accompli une bonne action pour un collègue qui s'est soldé par son enlèvement puis son meurtre. 40 ans plus tard, son meurtre reste non résolu. Voici leurs histoires. Ce cas de meurtre non résolu est l'un des plus troublants. En effet, des mois avant son enlèvement, Dorothy avait reçu des appels téléphoniques étranges au travail d'un inconnu. Son meurtrier avait fait savoir qu'il prévoyait de la tuer horriblement. Son harceleur n'a à ce jour jamais été retrouvé. En 1980, Dorothy, qui est une mère célibataire de 32 ans, vit dans la maison de sa tante en Californie avec son fils de 4 ans, Sean. Dorothy a travaillé comme secrétaire pour 2 magasins en copropriété. Les 2 magasins appartenaient à l'origine à son père, Jacob, qui les a vendus à un homme du nom de John, mais qui lui a laissé la direction. Ces magasins s'adressaient à la culture hippie en Californie. Concernant sa personnalité, ses collègues et amis disaient qu'elle était casanière et préférait rester à la maison, qu'elle était une fervente chrétienne, qu'elle ne buvait pas et ne se droguait pas. Ses parents, qui vivaient dans la même ville, gardaient leur petit-fils pendant qu'elle travaillait. Le père de Dorothy, Jacob, a déclaré que sa fille n'avait pas de petite amie stable à la connaissance de la famille. Au début de 1980 et quelques mois avant son enlèvement, Dorothy avait reçu d'étranges appels téléphoniques au travail d'un homme non identifié. L'appelant a alternativement professé son amour pour elle et son intention de la tuer. Plus troublant encore, lors d'un appel, la mère de Dorothy a raconté. Un jour, il a appelé et lui a demandé de sortir parce qu'il avait quelque chose pour elle. Elle est sortie et il y avait une seule rose rouge sur le pare-brise de sa voiture. Cette rose était Fanny. La mère de Dorothy a ajouté qu'un appel avait particulièrement horrifié sa fille. L'homme lui aurait dit qu'il la retrouverait seule et la couperait en morceaux pour que personne ne la retrouve jamais. De plus, il connaissait tous les détails de la vie quotidienne de Dorothy et pouvait même lui décrire ce qu'elle portait ce jour-là. Dorothy a dit à ses amis et à sa famille que la voix de l'appelant était familière, mais elle ne pouvait pas comprendre comment ces appels téléphoniques étaient si troublants que Dorothy a commencé à suivre des cours de karaté et a envisagé d'acheter une arme à feu. Le 28 mai 1980, Dorothy a déposé son fils Sean chez ses parents. Elle avait une réunion de travail prévue à 21h à laquelle elle devait assister. Lors de cette réunion, Dorothy a remarqué que l'un de ses collègues, Conrad Wostron, n'avait pas l'air bien. De plus, il avait une grande marque rouge sur le bras. Préoccupée, Dorothy et une autre collègue, Pamela, ont proposé de conduire Conrad aux urgences à l'hôpital. En allant à l'hôpital, ils se sont arrêtés chez les parents de Dorothy pour qu'elle puisse leur faire savoir qu'elle viendrait plus tard chercher Sean, son fils. Alors qu'elle était chez ses parents, elle a remplacé l'écharpe noire qu'elle portait par une écharpe rouge. Cela serait un indice important pour plus tard. Dorothy a conduit Conrad à l'hôpital avec Pam. Pendant que Conrad était soigné, Pam et Dorothy ont attendu dans le hall des urgences. Les médecins ont déterminé que Conrad souffrait d'une morsure d'araignée et lui ont proscrit des médicaments. Vers 23h, pendant que lui et Pam remplissaient l'ordonnance, Dorothy a alors proposé d'aller récupérer sa voiture pour l'amener à l'entrée de l'hôpital car elle ne voulait pas que Conrad marche trop loin dans son état, car il ne se sentait toujours pas bien et elle ne voulait pas qu'il ait à marcher. Avant de sortir, Dorothy a brièvement utilisé les toilettes avant de se rendre au parking sombre de l'hôpital pour récupérer sa voiture. Pam et Conrad attendaient Dorothy près de la porte d'entrée de l'hôpital. Après quelques minutes, ils sont sortis. Soudain, ils virent la voiture de Dorothy foncer vers eux, ses phares les aveuglaient pour qu'ils ne puissent pas voir qui était derrière le volant. Ils agitèrent les bras pour essayer d'attirer l'attention de Dorothy, mais la voiture passa devant eux et prit un virage serré à droite en sortant du parking. Au départ, les 2 collègues pensaient que Dorothy avait eu une urgence avec son fils. Après 2 heures d'attente et n'ayant pas eu de nouvelles d'elle, Pam et Conrad, inquiets, appelèrent les parents de Dorothy. Quand ils ont découvert qu'ils n'avaient pas vu Dorothy, Pam et Conrad ont appelé la police. Peu de temps après, à 4h30, le break Toyota blanc de 1973 de Dorothy, donc son véhicule, a été retrouvé en train de brûler dans une ruelle. C'était dans la ville de Santa Ana, à environ 16 km de l'hôpital. Ni elle, ni son supposé kidnappeur n'étaient à proximité.
En juin 1980, le registre Santa Ana, un journal du comté d'Orange, a publié un récit de la disparition de Dorothy Scott. Le même jour, le rédacteur en chef du journal, Pat Riley, a reçu un appel téléphonique anonyme et intrigant. L'interlocuteur a dit à Pat « Dorothy était mon amour. Je l'ai attrapée en train de me tromper avec un autre homme. Elle a nié avoir quelqu'un d'autre, je l'ai tuée. » L'appelant connaissait des faits qui n'avaient pas été divulgués par la police ou les médias. Par exemple, l'homme savait que Dorothy avait changé de foulard et que Conrad souffrait d'une morsure d'araignée. L'appelant dit à Pat que Dorothy l'avait appelé de l'hôpital. Cependant, Pam conteste les dires et dit que Dorothy les a jamais quittés pendant qu'ils étaient là et qu'elle n'a jamais passé d'appel ce soir-là. Près d'une semaine après la disparition de leur fille, ses parents ont commencé à recevoir des appels troublants de ceux qu'ils croyaient être son harceleur et son assassin. La mère de Dorothy a continué à recevoir des appels téléphoniques presque tous les mercredis après-midi. L'appelant demanda si Vera était apparentée à Dorothy. Quand Vera a répondu oui, l'appelant a dit « je l'ai » puis a raccroché. Les appels étaient généralement brefs et se produisaient généralement lorsque Vera était seule à la maison. En avril 1984, l'homme a téléphoné dans la soirée. Jacob Scott, le père, a répondu cette fois-ci et les appels ont cessé. Le 6 août 1984, 4 ans après la disparition de Dorothy, des ouvriers du bâtiment ont retrouvé malheureusement son corps. Il était situé à 10 mètres de Santa Ana Canyon. Seul son bassin, son crâne, ses 2 autres cuisses et un bras ont été retrouvés. Bizarrement, à côté de son corps, se trouvaient les os d'un chien mort. Les 2 ensembles d'os ont été carbonisés. La police suppose que les os ont été carbonisés après un incendie de broussailles dans la région qui a eu lieu 2 ans plus tôt. La montre et la bague de Dorothy Scott se trouvaient également sur la scène du crime. La montre s'était arrêtée à minuit 29 le 29 mai. Environ 1 heure après que Ed et Boston, les 2 collègues, aient vu pour la dernière fois le véhicule de Dorothy à la sortie de l'hôpital. Le 14 août, les os ont été identifiés comme étant ceux de Dorothy Scott grâce au dossier dentaire. L'autopsie n'a pas pu déterminer la cause de sa mort. Le journal a publié un article sur la découverte du corps de Dorothy. Par la suite, Vera, sa mère, a reçu un autre étrange appel téléphonique. L'appelant a demandé « Dorothy est à la maison ?» puis a raccroché. Au fil des ans, la police a essayé de retracer les appels, mais l'appelant a toujours réussi à raccrocher avant que la trace ne puisse être déterminée. Qui a tué Dorothy Scott ? Son ex, Donnie Terry, et père de son fils Sean, avait un alibi qu'on ne pouvait contester. Au moment du meurtre, il était dans le Missouri. Dorothy n'avait pas de petite amie et sortait que très rarement. À ce jour, son meurtre reste un mystère. Les enquêteurs pensent toutefois que cet appelant qui harcelait la famille est la même personne qui a tué Dorothy Scott. Cette affaire pourrait également être liée à la disparition de Patricia Jean Schneider, dont la voiture a également été retrouvée incendiée. C'était une jeune femme de 25 ans qui travaillait comme serveuse de cocktail. À la fin de son travail, vers 3h45, elle a passé un dernier appel où elle a dit que sa voiture était en panne. Elle n'a jamais été revue ni entendue. Entre 5h et 6h ce matin-là, un adjoint shérif a trouvé sa Toyota Celia en feu dans un champ. Le feu a été délibérément allumé, Patricia n'a jamais été retrouvée. Dans les 2 cas, leurs voitures ont été délibérément incendiées. Ce cas de harcèlement démontre une prise de conscience sur le fait que de tels comportements peuvent dégénérer et se transformer en meurtre. La majorité des femmes assassinées ont été traquées par leur assassin auparavant. Dans ce cas précis, le fils de Dorothy a grandi sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa mère ni pourquoi. L'individu n'a jamais fait face à la justice après avoir pris sa vie et a laissé derrière lui un chagrin dévastateur et une vie de questions sans réponse.